Radio Afrique Santé, partenaire des acteurs de la santé. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à votre émission thématique en thème facile. Selon un rapport de l'UNICEF publié en avril 2020, les taux de couverture vaccinale ne progressent pratiquement pas au Bénin et le statut nutritionnel des enfants se dégrade de plus en plus. La mortalité infantile, quant à elle, stagne depuis 10 ans. Selon un rapport de l'UNICEF, d'ici à 2030, le Bénin devra au moins doubler ses efforts pour atteindre la cible concernant la mortalité néonatale inscrite dans les ODD. Lutte contre la mortalité infantile, les conseils de médecins généralistes, ainsi est intitulé le thème de ce numéro de votre émission en thème facile. Et pour en parler, nous recevrons dans ce studio Dr Paulin Fadé. Il est médecin généraliste à l'hôpital Belthésar à Calavi au Bénin. Dr Fadé, bonjour. Bonjour monsieur le journaliste. Soyez les bienvenus. Merci. Alors dites-nous, la mortalité infantile, c'est quoi concrètement en thème facile? Je vous remercie encore. En termes simples, il faut dire que la mortalité infantile est le nombre de décès rapportés au nombre de naissances dans un territoire donné. C'est-à-dire, on l'estime, on parle du taux de mortalité infantile en réalité. Et c'est une moyenne qui donne de façon générale une idée sur le statut sanitaire d'un pays. Justement, sur le plan mondial, quelles sont les statistiques en matière de mortalité infantile? Alors, selon une étude publiée par les Nations Unies en 2021, il faut dire que un enfant décède environ chaque 4 secondes. Chaque 4 secondes dans le monde entier, un enfant décède. Vous comprenez donc que c'est beaucoup. Et cette même publication est allée loin en précisant que au moins 500 millions d'enfants étaient décédés avant leur anniversaire de 5 ans. Dans le monde entier, c'est beaucoup. Sur le plan mondial. Alors si on revient au Bénin, puisque quand on dit sur le plan mondial, il faut le dire, c'est l'Afrique qui est la zone la plus vulnérable, et surtout l'Afrique subsaharienne, avec des pathologies endémiques qui sont là tout le temps, et avec en tête le paludisme qui sévit dans nos contrées en Afrique subsaharienne. Et donc au Bénin, selon une étude publiée en 2020 par l'UNICEF, vous voyez avec moi que 38 122 enfants décèdent chaque année. 38 122 enfants décèdent chaque année. Et donc c'est récent. Et ces décès, en majorité, c'est-à-dire un tiers, se passe dans le rang des nouveau-nés. Quand on dit nouveau-nés, ce sont des enfants âgés de 0 à 28 jours. C'est-à-dire du jour de naissance jusqu'au 28e jour. Un tiers de décès a lieu dans ces rangs d'enfants-là. C'est beaucoup. Vous comprenez? Et toujours sur le plan épidémiologique, il faut dire que entre 2017 et 2018, le taux de mortalité infantile au Bénin était de 55 décès pour 1000 naissances. 55 décès pour 1000 naissances. On me dira que c'est peu, mais ce n'est pas peu pour une famille. Oui, parce qu'un décès pour une famille, c'est 100%. Donc une perte en vie humaine, c'est une perte à 100%. Une perte en vie humaine est très importante. Il ne faut pas prendre cela à la légère. Voilà. Et donc, voilà toute l'importance de ce thème qui nous amène ici ce matin afin de pouvoir attirer l'attention des uns et des autres sur comment faire pour éviter cette tragédie, sinon le réduire au strict minimum. Alors, malgré les efforts des autorités sanitaires du Bénin, vous l'avez dit, 38 122 enfants décèdent chaque année. Et qu'est-ce qui justifie
ces chiffres alarmants? Merci beaucoup. Il faut dire d'abord, avant de parler des facteurs qui favorisent ces taux de décès alarmants, je vais d'abord nous dire quelles sont les pathologies qui sont en vue, qui entraînent ces décès en grande masse dans le rang des enfants, avec en tête le paludisme qui sévit tous les jours dans nos milieux, et avec ses conséquences bien sûr. Et ensuite nous avons les maladies diarrhéiques chez les enfants, et qui finissent par donner les déshydratations dans les formes sévères, et par la suite le décès au cas où rien n'est fait. Et au suivant, nous avons les affections respiratoires aiguës. Et parlant des affections respiratoires aiguës, nous avons les formes infectieuses et les formes par inhalation. Je vais beaucoup plus parler sur les formes par inhalation parce que ça vient de la main directe de nos parents, de nos mères qui essaient de faire un acte dangereux que nous appelons le gavage. Ils gavent les enfants et malheureusement les enfants font une fausse route, et d'aucuns nous diront que nous avons aussi grandi comme ça. C'est comme ça, on nous a donné de la bouillie. Et pourtant, on n'est pas mort, on est encore en vie. Quand ils me le disent, je souris, je dis non. Les parents ne nous ont pas dit toute la vérité. Il y en a qui mouraient. Et ce n'est pas parce que nous avons eu la chance que tout le monde doit avoir cette chance-là. Donc, le bon acte à faire, c'est d'éviter au maximum de faire ces actes dangereux-là. Parce que dans la majorité des cas, quand ça survient, c'est-à-dire la fausse route, les parents font d'abord des manœuvres à la maison. Ils prennent du temps avant de venir à l'hôpital. Ils viennent déjà dans un état de détresse respiratoire et on n'arrive pas à faire grand-chose. En dehors de ces trois pathologies qui prennent la grande masse dans le lot des mortalités infantiles, il y a d'autres pathologies comme la naissance prématurée, la prématurité. Il y a les infections néonatales et nous pouvons aussi citer dans la foulée les malnutritions aiguës sévères. Merci. Alors vous avez parlé du paludisme. Le paludisme également est lié ou bien le paludisme crée l'anémie des enfants. Nous sommes surtout en période de pluie où les cas d'anémie sont beaucoup dans les hôpitaux. Merci beaucoup. Et il faut dire que je vais aller très terre à terre par rapport à ça, parce que le paludisme, l'une de ses conséquences les plus grandes, c'est ça, l'anémie. Et c'est d'ailleurs pour ça que je profite pour faire une parenthèse et encourager nos collègues qui, à l'occasion de la semaine du médecin, ont essayé d'organiser des campagnes de dons de sang. Je voudrais leur dire que c'est un acte salvateur et je leur dis merci au passage. Je dis merci parce que récemment, j'ai pris quelques gardes à l'hôpital de zone de Ouida, et quand vous êtes en service de pédiatrie là-bas, vous voyez quelle est la réalité dans le rang des enfants aujourd'hui. Presque tous les enfants qui viennent là, c'est-à-dire si on prend 100 enfants, au moins 90 étaient transfusés. 90% étaient venus pour être transfusés parce que anémiés sévèrement. Vous voyez, et c'était des anémies paludistes dans la majorité des cas. C'est vrai qu'il y a d'autres causes d'anémie, mais la première cause chez nous ici au Bénin, c'est bien le paludisme. Vous l'avez dit, la première cause, c'est bien sûr le paludisme. Vous avez également parlé des maladies diarrhéiques. Vous avez dit que ces maladies diarrhéiques créent ou bien occasionnent ou engendrent la déshydratation chez les enfants. Alors, quand je dis ces maladies engendrent la déshydratation chez les enfants, ce n'est pas que la déshydratation. Parce qu'on ne va pas aller dans les détails, comme c'est un thème facile, on va être très simple. Et puisque quand on prend les maladies diarrhéiques, il y en a de plusieurs types. Les germes, c'est-à-dire les microbes pathogènes qui créent ces maladies-là, sont de plusieurs catégories. Et les symptômes varient en fonction du microbe qui est en jeu.
Mais les complications les plus fréquentes que nous avons en cas de maladie diarrhéique, eh bien, ce sont les déshydratations. C'est vrai qu'il y a d'autres complications comme les septicémies liées à la présence de microbes dans le sang, mais la déshydratation est beaucoup plus létale pour les enfants parce qu'ils perdent beaucoup d'eau en faisant la diarrhée et les parents n'y prennent pas garde avant de venir à l'hôpital. L'enfant est totalement déshydraté avec l'asthénie, difficulté même à boire de l'eau. L'enfant va vous dire j'ai soif mais ne peut pas boire, il ne peut plus se tenir debout. Quand vous le regardez, il est hypotonique. Voilà. Vous avez également parlé des affections respiratoires aiguës. Vous avez dit également, vous avez expliqué de long l'âge le système de gavage des enfants qu'il faut à tout prix éviter. Nous allons expliquer ce que nous appelons gavage des enfants en thème facile, puisque c'est vrai que nous avons parlé de ce que ça engendre comme conséquence, mais tout le monde ne comprend forcément pas ce qu'on appelle gavage des enfants. Et comme cette émission, le titre le dit, le titre de l'émission, l'intitulé de l'émission le dit, disons les choses en thème facile. Okay. Merci, monsieur le journaliste. Et alors, quand je dis gavage, je crois que même tellement nos parents ont répété ça, que quand je le dis à l'hôpital, ils connaissent les thèmes, même ceux qui ne sont pas allés à l'hôpital. C'est un parent qui prend son enfant, il essaie de lui donner de la bouillie, l'enfant refuse de prendre de la bouillie. Ce que j'ai l'habitude de dire aux parents souvent à l'hôpital, je leur dis, c'est simple, c'est terre à terre. Même vous adultes, quand vous êtes malade, est-ce que vous avez envie de manger? Vous perdez l'appétit. C'est la même chose chez l'enfant. Hier, vous avez pris un plat d'akassa. Avant-hier, vous avez pris le même plat. Aujourd'hui, on vous présente encore le plat d'akassa. Ça réduit votre appétit. Et donc, vous êtes libre de dire, je ne veux pas manger. Alors, c'est la même chose chez l'enfant. L'enfant est libre de choisir ce qu'il veut manger. Et donc, si l'enfant arrivait à refuser de la bouillie, il faut se poser d'abord mille et une questions. De savoir pourquoi mon enfant qui avait l'habitude de prendre la bouillie là, a commencé par refuser de la bouillie. Est-ce qu'il n'y a pas une maladie qui a commencé par s'annoncer? Est-ce que ce n'est pas parce que l'enfant est fatigué de prendre les mêmes choses tout le temps? Essayez de varier pour voir si l'enfant ne va pas reprendre autre goût et accepter autre manger. Nos parents ne font pas ça, ils vont faire coucher l'enfant, ils vont bloquer les narines ou la respiration, on lui fait... Imaginez, même vous, quand vous êtes couché, vous pouvez avaler quelque chose. On ne mange pas couché. C'est ce que les parents eux-mêmes disent. Et donc, je trouve ça paradoxal. Eux-mêmes, quand déjà on savait marcher, on fait les petits jeux. Quand tu es couché, tu fais ton petit zézin à vouloir manger étant couché. Eux-mêmes, ils te disent, on ne mange pas étant couché. Donc, ils savent que couché, on ne peut pas manger. Mais ils oublient ça et ils font coucher les plus petits enfants et les forcent à avaler quelque chose. Le grand souci, c'est que le cours de la déglutition, il y a un ensemble de phénomènes, de mécanismes qui se passent. Et quand vous prenez la voie digestive, c'est-à-dire la voie par laquelle passe le manger, et la voie respiratoire, la voie par laquelle passe l'air, ces deux voies sont en communication étroite. Et pendant la mastication, ou bien la déglutition, pardon, la voie respiratoire est obligée de se bloquer légèrement pour la voie digestive. Et ça permet de faire passer le manger par la voie digestive. Alors, lorsqu'on bloque la respiration de l'enfant, ça crée une catastrophe. Et ça empêche cette mécanique qui se passe à l'interne là. Et donc, au cours de ça, maintenant, si la mécanique digestive est perturbée, on peut se retrouver dans un système où la voie respiratoire était ouverte pendant que le manger est en train de passer. Vous comprenez que facilement, la bouillie va glisser vers la voie respiratoire. Et les premiers signes, quand l'enfant vous lui donner de la bouillie, il a une tour réflexe, parce que cette voie-là est réservée seulement pour l'air. Ni l'eau, ni rien ne doit passer là.
Et donc, quand la bouillie glisse, même une petite quantité là-bas, ça déclenche les réflexes de tout. L'enfant commence par tousser. Ceux qui sont plus habiles arrêtent. Ceux qui ne sont pas habiles continuent. Et ils inondent les poumons de bouillie. L'enfant fait une détresse respiratoire. Et moi, malheureusement, les 2 cas que j'ai eu cette année, au cours de l'année 2023, les 2 cas étaient déjà décédés avant même d'arriver à l'hôpital. Oh là là. Voilà, donc on a juste fait le constat de décès et on a dit aux parents que l'enfant est décédé. On a essayé de les sensibiliser comme on pouvait. Toujours est-il que cette habitude continue de se faire tous les jours au quotidien par nos mamans. Quand j'ai posé la question, Dr Fadé, vous avez dit que toutes les mères, toutes les mamans savent ce que c'est que le gavage des enfants, mais vous voyez vous-même que cette clarification conceptuelle sur le gavage des enfants était importante, puisque ça vous a permis de mieux expliquer ce que c'est, et je pense que cet appel que vous avez lancé va permettre également d'éviter ce comportement qui a trop duré sur nos cieux. Alors, parlons à présent des facteurs associés à la mortalité infantile. Merci beaucoup. Alors, je crois qu'on est déjà rentré dedans dans les explications et tout, donc on va être bref. Parlant des facteurs associés à la mortalité infantile, je vais serrer ça en 3 étages. Le premier d'abord, c'est des facteurs qui sont liés à nos parents, nos mamans eux-mêmes. Et ensuite, il y a des facteurs qui concernent l'État central. Et après, nous, agents de santé, on est aussi concernés. Alors, par rapport à nos parents, c'est d'abord les conceptions culturelles et sociales. Et vous imaginez qu'il y a des parents qui, pour des raisons d'église, viennent à l'hôpital et on leur dit que votre enfant est anémié, on doit le transfuser. Et il refuse. Et il refuse la transfusion. Parfois, je me demande... C'est paradoxal. Est-ce que Dieu a dit ça? C'est paradoxal. C'est comme si, normalement, on dit les parents sont les protecteurs sur terre des enfants. Et ils refusent que les enfants puissent bénéficier des soins. Des soins. Voilà, refus des soins. Bon, à des moments donnés, on est obligé de faire la tête dure et de transfuser contre leur gré. Quand l'enfant s'en sort, c'est bon. Ils reprennent leur enfant, ils sont contents. Et en dehors de ça, et ça surtout, ça fait qu'il y a d'autres parents qui refusent d'aller à l'hôpital. Ils se disent, quand il va arriver, on va... Sinon, les parents, je suis curieux de quelque chose, ils sont très attentifs. Quand leur enfant est malade, ils savent. Même les premiers symptômes déjà, ils détectent. Quand l'enfant est pâle, ils savent. Ils vous disent, mon enfant est anémié. Et ils savent aller à la pharmacie, acheter du fer pour donner à l'enfant. Voilà des pratiques qui aujourd'hui doit amener vraiment à réfléchir sur notre système de façon globale, c'est-à-dire le système médical et paramédical. Ils vont à la pharmacie. La majorité des moments ou des cas qui vont à la pharmacie pour demander conseil n'ont jamais la chance de rencontrer le pharmacien. Le pharmacien, lui, il a un certain niveau de compréhension de la chose, il a un certain bagage, il peut donner conseil, quand bien même à un niveau donné, il est aussi limité, puisque lui, le pharmacien n'est pas médecin. Et il rencontre plutôt les agents commerciaux de la pharmacie, qu'on appelle les auxiliaires de la pharmacie. Eh bien, ils servent un tout pour le tout. Et malheureusement, les parents s'acharnent, ils donnent. Qu'est-ce que ça crée? Ça crée un retard à la consultation. Parce qu'ils donnent. Et quand le parent vient à l'hôpital, vous dit mon enfant chauffe, c'est vrai que dans notre contexte endémique de paludisme, la première chose en vue, c'est le paludisme. Mais il n'y a pas que le paludisme qui donne de la fièvre. Le geste simple à faire, c'est de dire, allez voir d'abord un spécialiste. Et je profite pour dire merci à l'État béninois qui aujourd'hui, par rapport à la prescription de certains médicaments, est très intransigeant. Vous ne servez pas sans l'ordonnance du médecin. Oui, bien sûr. Quand bien même d'autres pharmacies. L'autorité de régulation pharmaceutique veille également. Voilà. Vous ne servez pas sans l'ordonnance du médecin.
Donc ça déjà, c'est un premier pas. Si on peut le faire pour tous les médicaments, que ce soit le médicament de palu, ce serait très bien parce que ça va obliger les parents à aller très vite à l'hôpital, à consulter un personnel qualifié et au bon moment. Parce que le risque, plus tôt vous allez à l'hôpital, moins vous dépensez et plus vite vous avez satisfaction. Par contre, plus tard vous allez à l'hôpital, plus vous dépensez, plus vous êtes stressé et le pronostic est toujours réservé. Mais quand le médecin vous dit le pronostic est réservé, ça veut dire que lui-même vous dit je ne vous rassure sur rien. Voyez un peu. Donc, voilà autant de facteurs et sans oublier les recettes des grands-mères, les tisanes, ils donnent tout un ensemble de choses. Il y a des tisanes, je ne suis pas contre la tradithérapie, pas du tout, parce que moi-même j'ai fait des tisanes. Mais, quand vous voyez que ce cas-là nécessite qu'on aille à l'hôpital, il le faut. Par rapport aux agents de santé, voilà encore autre chose. Quand vous recevez un enfant et vous savez que l'enfant-là que j'ai reçu, mes compétences se limitent à telle chose référée, c'est une qualité. C'est une qualité la référence. Et nos patrons les disent tous les jours. La référence est une qualité. À temps. Si vous ne référez pas à temps et que vous envoyez un enfant moribond au centre de référence, ne nous dites pas que c'est le centre de référence qui n'a pas fait ce qu'il doit faire. Mais c'est parce que vous n'avez pas référé à temps. Donc autant les parents ne consultent pas à temps, autant il y a certains agents de santé aussi qui s'acharnent sur ce qui dépasse leurs compétences, ce qui n'est pas bien. Alors, pour finir, les facteurs associés, je vais un peu parler par rapport à l'État central, et où aujourd'hui, il y a beaucoup de centres aujourd'hui où il n'y a pas de personnel qualifié. Il y en a beaucoup. Le paradoxe, c'est que l'État béninois forme beaucoup de médecins et beaucoup d'infirmiers qui peuvent assurer quand même la continuité des soins dans ces centres-là. Aujourd'hui, on va vous dire que le Bénin fait partie des pays où il y a plus d'immigration de médecins. Les collègues médecins qui sortent fraîchement là, ils partent en masse. Ça doit faire réfléchir l'État central. Dans le même temps, il y a des centres de santé d'arrondissement, il y a des unités de soins qui n'ont pas de médecins. Ben, envoyez ces médecins là-bas. S'il le faut, faites-les travailler et le travail qu'ils font, les paye. Mais si il y a des centres qui n'ont pas de personnel qualifié, vous formez des personnels qualifiés. Et parce que vous les laissez au chômage, parce qu'on les comprend. Vous voyez un médecin, quelqu'un qui après le bac a mis 7 ans pour étudier et il sort, qu'il soit encore obligé de tendre la main aux parents. Vous pensez que ce monsieur-là, s'il trouve l'opportunité de quitter le pays, il ne va pas quitter. Il va quitter. Donc moi, j'implore l'indulgence de l'État central vraiment sur cet aspect-là pour que il y ait des soins de qualité à toutes les personnes, à toute la population béninoise. Les agents de santé, il y en a suffisamment qui chôment. Ils n'ont qu'à les envoyer dans les centres pour la continuité, pour des soins de qualité. Merci. Docteur Enayon Akogbeto vous dira que plusieurs efforts sont consentis pour que les médecins n'aillent plus, du moins, à l'extérieur. C'est ce qu'il vous dira. Bon. Puisque nous avons eu la chance de faire une interview avec lui et il expliquait les opportunités que l'État béninois offre aux jeunes médecins qui sortent donc des écoles de formation de médecine. Bon, moi, à mon avis, je crois que les efforts se font tous les jours, mais il reste beaucoup de choses à faire. Il reste beaucoup de choses à faire en ce sens que récemment, j'ai lu une note qui m'a fait sourire parce que c'est une opportunité pour un projet de la Banque mondiale et on dit que c'est pour les jeunes médecins sortis à partir de 2020.
Alors, quand j'ai lu ça, j'ai souri. Vous savez pourquoi j'ai souri? Parce que moi, je suis de la promotion 2018. Donc, j'ai soutenu en janvier 2019. Donc, je me dis, mais ça veut dire que j'ai vieilli. Ça veut dire que j'ai vieilli. Si déjà je suis écarté de certaines opportunités, ça pose un problème, non? Alors, moi, je crois que les efforts, les gens là doivent aller beaucoup plus en profondeur. Voir aujourd'hui, là, faire une étude pour voir quel est le nombre de médecins aujourd'hui au Bénin ou d'infirmiers, parce que je ne parle pas que de médecins. Dans le même temps, il y a aussi des aides-soignants qui sont en chômage. Donc, c'est tous les systèmes. Alors, ils n'ont qu'à faire, une étude pour voir quel est le nombre qui chôme aujourd'hui, qui est encore à la recherche vraiment de la stabilité. Il y en a, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Et les centres privés qui récupèrent ces gens-là, ils leur donnent le minimum juste pour survivre au quotidien. Pas pour être vraiment... pour vivre comme un médecin, non. Docteur Fadé, on va fermer cette parenthèse. C'était pas le sujet à l'ordre du jour. Et je rappelle très rapidement que Docteur Nayon Akogbeto, le directeur du cabinet du ministre de la Santé, je n'avais pas fait cette précision-là. Alors, docteur, quelle approche de solution il faut? Que faut-il faire vraiment pour réduire la mortalité infantile, déjà au Bénin et Afrique? Ok, merci beaucoup, merci. Je crois que sur ce point-là, on va aller très rapidement parce que au fur et à mesure qu'on parlait, on donnait aussi les approches de solutions déjà. Et je vais d'abord aller pour nos parents. Pour les parents, quand votre enfant ne se porte pas bien, allez à l'hôpital. Rendez-vous dans une structure de soins. Ils vous diront qu'est-ce qu'il faut faire. Ils vous diront. D'autres, ils voient l'enfant en train de mourir comme ça. Ils restent à la maison parce qu'ils disent qu'ils n'ont pas les moyens. Je n'encourage pas les parents à aller à l'hôpital sans garder l'argent. Mais je leur dis, allez à l'hôpital. Vous savez, ceux qui sont à l'hôpital là, c'est des humains. Ils ont aussi des parents à la maison. Ça arrive des moments où nous, quand on voit comme ça l'état de l'enfant, on est obligé même de dire, les gars, vous cotisez. On le fait. Et le personnel de garde cotise pour pouvoir donner les soins à l'enfant. Ça arrive de faire ça. Donc, allez à l'hôpital. N'attendez pas que l'État soit grabataire avant de se rendre à l'hôpital. C'est très important. C'est important. Donc, si les parents peuvent faire ça, moi je crois que on va régler beaucoup de problèmes. L'autre chose, c'est parce que la santé n'est pas que médicamenteuse. Non. Il faut surveiller les enfants. Surveiller les enfants par rapport aux facteurs de risque. Si on vous dit que si votre enfant dort sous moustiquaire correctement, il ne va pas faire le paludisme. Il faut respecter cela. Il faut respecter cela. Si on vous dit d'éviter que votre entourage soit sale, qui n'ait pas des points d'eau stagnants, il faut respecter ça. Voyez, votre enfant qui est en train de ramper, tout ce qu'il trouve par terre, il va mettre dans la bouche. C'est des moments où il faut faire très attention aux enfants. Ça. Quand les premières dents commencent pas à apparaître, vous savez, l'enfant, dans la psychologie de développement de l'enfant, dès que l'enfant commence pas à avoir les premières dents, il sait. Il sait qu'il y a une modification dans son organisme. Et donc, pour lui, tout ce qu'il trouve là peut être cassé avec ces dents-là. Donc, tout ce qu'il trouve va dans la bouche. L'enfant va toujours mettre quelque chose dans la bouche, mais il faut assainir le plus proprement possible l'environnement de l'enfant. Vous verrez que parce que quand les parents viennent à l'hôpital, ils disent que oui, mon enfant fait la dentition. La dentition n'est pas une maladie, c'est un phénomène naturel. Mais ils disent que c'est dentition-là qui donne diarrhée. Non. La dent sort de dedans. Comment est-ce que ça peut donner diarrhée? C'est plutôt les implications de la dentition qui donnent la diarrhée, qui donnent la fièvre, qui donnent tout ce qu'on peut voir.
Donc, surveiller les enfants correctement. Par rapport aux agents de santé, moi je crois que, je l'ai déjà dit aussi, il faut savoir limiter ses compétences. Il faut savoir les limiter. On dit souvent, l'agent de santé a obligation de moyens. Quand vous savez qu'on n'a plus les moyens pour poursuivre la prise en charge de ces cas-là, préférez. Et vous serez le meilleur agent de santé. Que ce soit parce qu'aujourd'hui, il y a des infirmiers qui consultent. Dans d'autres centres même, il y a des aides-soignants qui reçoivent des enfants. Ce qui fait qu'aujourd'hui, vous allez voir qu'il y a un phénomène récemment là, où les gens publient des ordonnances où on écrit des choses bizarres. Oui, on n'est pas obligé d'écrire les trucs de spécialité. Moi, personnellement, je ne me gêne pas beaucoup. C'est pour ça, souvent, je le dis souvent pour blaguer avec les délégués médicaux qui viennent me voir à l'hôpital. Moi, je leur dis, voilà, mon cerveau n'est pas là pour retenir tous vos médicaments. Donc, moi, je retiens 2-3 gammes là, ça me va. Je ne vais pas réfléchir pour poser un diagnostic et réfléchir encore à quel labo il faut prescrire. J'ai à défendre, c'est ça, je sais prescrire. J'ai prescrit ça. Si je le trouve efficace, moi, je continue avec. Voyez un peu, c'est pareil pour les autres agents de santé. Pour les agents de la pharmacie, c'est la même chose. Il faut savoir dire aux parents, allez à l'hôpital. C'est vrai qu'il y a des cas exceptionnels où vous pouvez servir des produits, mais il faut dire, allez à l'hôpital. Quand le médecin finit, le médecin ne vend pas les médicaments. Quand il finit de consulter, il vous le renvoie forcément. Bien sûr. Et vous allez vendre les produits. Mais à tout moment, ils ont un jargon, c'est paracétamol, c'est un produit pour le paludisme, c'est le fer. Et on mélange tout en même moment. Alors qu'on vous dit, quand l'enfant chauffe à un certain niveau donné, là, on ne met pas du fer. Et ils ne disent plus ça aux parents. Donc, la maman, elle rentre à la maison. Au lieu que la fièvre baisse vite, elle entretient la fièvre avec le fer. Il faut également dire que les parents s'adonnent à l'automédication. Quand ils vont à la pharmacie, ils ne disent pas forcément ce dont l'enfant souffre. Eux, ils disent, bon, comme mon enfant souffre du paludisme, donc vendez-moi du para. Donc, quelque part également, nous n'allons pas jeter la pierre. Non, moi, je ne suis pas totalement d'accord avec vous parce que en réalité, oui. Un parent d'enfant ne peut pas venir à la pharmacie vous dire que mon enfant fait le paludisme. Oui, effectivement, c'est pour cela, en fait. Les parents viennent, oui. ils ont tendance aussi à nous imposer ça, nous médecins à l'hôpital. Quand ils viennent, ils vous disent, mon enfant a paludisme. Je leur dis non. C'est moi qui peux vous dire que votre enfant a paludisme. Vous me dites, ce que votre enfant sent. Oui, le problème, ce n'est pas pour... Ce n'est pas pour encourager ce comportement. Quand le parent vient, vous voyez, on suppose qu'il est allé à l'hôpital. Eux n'ont plus peut-être le réflexe de demander l'ordonnance médicale. Et donc, c'est cette précision-là que je tenais à faire. Ce n'est pas forcément la faute aux pharmaciens, ce sont également les parents. Et je pense que le message est passé. On va également rappeler que le non-respect du calendrier vaccinal des enfants est aussi une cause de mortalité infantile. N'est-ce pas, docteur? Oui, beaucoup parce que ces vaccins qui sont destinés à prévenir les maladies à potentiel épidémique, eh bien, si vous ne faites pas correctement les vaccinations, c'est normal que le vaccin, quand vous le mettez à un enfant, ça prépare son organisme à développer une immunité pour lutter contre les maladies. C'est vrai que jusqu'à l'heure, on n'a pas encore pu avoir un vaccin pour prévenir le paludisme. Mais il paraît qu'il y a des efforts qui sont en train d'être faits actuellement. Il y a, je crois bien, il y a une étude actuellement dans le Nord Bénin où ils sont en train d'administrer un produit, ils sont en train de mettre ça en expérience et avec le temps, ils vont sortir les résultats. Si ça s'avère efficace, c'est que on serait sauvé. Alors donc, la vaccination, il le faut. Il le faut. Moi, je suis médecin généraliste, mais quand mon enfant est malade, je ne traite pas ça à la maison. J'ai un pédiatre et j'amène mon enfant chez le pédiatre.
même si mon enfant reste, n'est pas malade, et pendant un moment donné, j'ai dit, bon, je vais faire consultation d'enfant sain. C'est banal, hein, la consultation. Tout ce que les parents refusent, Oui. ils ne vont pas à l'hôpital, c'est ça. La consultation, dans d'autres centres, à peine, ça coûte 2000 ou 3000. Mais ils font l'automédication et quand ça n'a pas marché maintenant, ils repartent à l'hôpital, ils font cette même consultation. Qu'ils ont Et là où évité. au départ, si tu partais, on va te demander peut-être une goutte épaisse et la numération formule sanguine qui vont te revenir au plus à 4500, 5000. Quand tu pars au moment où l'enfant est déjà gravataire, le médecin a besoin de plus de bilans pour pouvoir avoir une idée claire de ce qui se passe. Donc, pour un enfant chez qui tu devrais dépenser au départ 5 000 pour les analyses, tu vas être amené à dépenser peut-être 15 000, 20 000. Docteur, vous aurez compris. Qu'avez-vous à dire en guise de conclusion, très rapidement, 30 secondes? Merci beaucoup. Bon, je crois que la conclusion est déjà faite d'elle-même. Et c'est d'abord de dire à nos parents que les enfants sont l'avenir du monde. Et donc, les protéger, c'est quelque chose de non discutable. Et pour les protéger, il faut respecter les conseils des médecins. Respecter ce que nous venons de dire. Pendant que l'enfant a un souci, allez vite à l'hôpital et vous allez vite trouver satisfaction. Les gestes à ne pas faire, évitez ça au maximum. Quand votre enfant ne mange pas, cherchez la cause. Fouillez et sachez qu'est-ce qui fait que l'enfant a commencé par refuser de manger. Et vous verrez que ensemble avec l'État central, on va pouvoir réduire cette mortalité infantile qui est un souci de santé publique aujourd'hui pour tout agent de santé. Docteur Paulin Fadé, merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Je rappelle que vous êtes médecin généraliste, n'est-ce pas? Oui. Lutte contre la mortalité infantile, les conseils du médecin, c'était le thème du jour sur l'émission Thème Facile. Mesdames et messieurs, merci de votre aimable attention. À très vite sur Radio Afrique Santé.